Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter est certainement un des thèmes les plus difficiles. Nous allons parler de la douleur chez ceux qui ne peuvent pas nous dire leur douleur. Et pour traiter de cette question, nous avons pensé qu'il serait important de l'aborder sous deux angles. Deux angles qui sont totalement différents, totalement indépendants l'un de l'autre, mais deux angles au travers desquels se pose vraiment le sens que l'on peut attribuer à la douleur. Alors, première partie de cette soirée, nous allons poser le problème des débuts de la vie. Début de la vie au travers de l'étape fœtale, puis au travers du nouveau-né. Étapes qui, bien évidemment, sont liées au fait de la non-communication verbale et qui posent le problème de la douleur, soit chez le fœtus, soit chez le bébé. Mais pour parler de cette question, nous avons demandé au professeur Jamil Hamza, qui est chef du service d'anesthésiologie et réanimation à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, de nous parler de cette question, et je crois que vous allez plutôt nous parler de la douleur chez le fœtus. Oui, plutôt le fœtus, mais je crois que les leçons du fœtus éclairent très largement la problématique de la douleur néonatale. Donc, absolument. Et puis, deuxième thématique, nous avons souhaité aborder la question de la douleur chez les personnes, y compris adultes, mais qui ne peuvent pas communiquer leur douleur. Et là, nous avons pensé aborder la question des handicapés, des grands handicapés. Et pour aborder cette question, nous avons demandé donc à Jean-Charles Combe, qui est chef du service de pédiatrie au centre hospitalier général d'Hyères. Hyères, c'est une Hyères, c'est une ville qui est à côté de Toulon. Et Jean-Charles Combe nous parlera de son expérience de chef de service dans ce service où il reçoit des très grands polyhandicapés. Donc tout de suite, je passe la parole au professeur Hamza. Merci beaucoup. Je déclenche moi-même le... Non, c'est vous? D'accord, merci. Non, c'est moi. Ok. Tac. Donc je vais vous parler effectivement de la douleur du fœtus et du nouveau-né, mais en axant mon exposé essentiellement sur la douleur fœtale, parce que vous verrez que c'est, je pense, au niveau de la douleur fœtale que le débat est encore relativement vif sur le fait de savoir si finalement le fœtus est capable ou non de ressentir de la douleur. Le débat sur la douleur néonatale finalement a été abordé il y a déjà une quinzaine, voire une vingtaine d'années, et l'expérience clinique accumulée au fil des ans fait qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la douleur néonatale est un problème qui, en tout cas au niveau de la prise en charge et de la thérapeutique, est pour ainsi dire réglé. Il n'est plus pensable de opérer un nouveau-né sans l'avoir au préalable analgésié, alors même qu'il y a 15 ans, c'était considéré, 15 ou 20 ans, c'était considéré comme tout à fait concevable, puisque le nouveau-né, cet être quasi bulbaire et identique à la grenouille de nos expériences du collège ou du lycée, finalement n'avait que des réactions tout à fait réflexes et qu'il n'était pas utile de traiter cette douleur. Vous verrez que ce débat-là est dépassé, et je pense que le débat qui reste malgré tout encore actuel, c'est celui de la douleur du fœtus. Donc je vais axer mon exposé sur la douleur fœtale essentiellement, même si on évoquera à plusieurs reprises la douleur néonatale. Alors finalement, il y a un certain nombre de questions à se poser pour aborder ce sujet. La première est probablement de savoir si le fœtus est-il capable de ressentir de la douleur, on va voir à ce sujet un certain nombre de considérations, notamment des considérations anatomiques et physiologiques. Le développement des voies de la douleur chez le fœtus est bien connu maintenant avec les études réalisées notamment chez l'animal. On sait que les récepteurs cutanés à la douleur commencent à se développer dès la 6e ou 7e semaine et vont autour de la 20e semaine avoir couvert l'ensemble de la surface cutanée du fœtus.
On sait qu'entre la 6e et la 26e semaine, les voies de conduction de la douleur se mettent en place, avec dès la 13e semaine l'émission de neurotransmetteurs, la sécrétion de neurotransmetteurs susceptibles de transmettre le message douloureux. Les voies fonctionnelles, les voies de conduction de la douleur sont fonctionnelles jusqu'au thalamus vers la 20e semaine, et le lien entre le thalamus et le cortex qui permet l'intégration de cette sensation douloureuse, enfin de toute sensation issue des récepteurs, en tout cas des nocicepteurs cutanés, en fait est fonctionnel vers la 26e semaine. Il y a d'autre part jusqu'à la 20e semaine un travail de multiplication neuronale, de constitution des synapses qui permet de mettre en place en quelque sorte tous les circuits nécessaires à la perception d'une sensation douloureuse. Des circuits, je dirais, anatomiques. Sur le plan fonctionnel, il ne suffit pas que l'anatomie, la tuyauterie existent, encore faut-il qu'il y ait des médiateurs, il y ait des substances susceptibles de véhiculer les messages douloureux ou à l'inverse de les inhiber. Alors on sait que la myélinisation est plus ou moins tardive chez le fœtus. C'était un élément pour penser pendant longtemps que finalement la douleur se transmettait finalement pas très bien. Et voyez qu'on sait que la myélinisation est mature jusqu'au thalamus, donc jusqu'à l'étape juste avant la transmission au cortex vers la 30e semaine et jusqu'au cortex vers la 37e semaine. Concernant les médiateurs de la douleur, la substance P, qui est l'un des principaux médiateurs qui permet d'éliciter la réponse douloureuse, est finalement sécrétée dès la 12e, 15e semaine. On la retrouve partout à la 28e semaine. Et en fait, il a même été défini que ces récepteurs, cette substance P, sont plus nombreux in utero qu'en phase postnatale. D'autre part, les endorphines, qui sont les systèmes de morphine naturelle, entre guillemets, antidouleurs, ne sont sécrétés qu'à partir de la 20e semaine. Et d'autre part, les systèmes inhibiteurs de la douleur sont encore relativement immatures lorsque l'on s'intéresse à la fin de la grossesse. Donc on peut considérer qu'à partir de la 26e semaine, les circuits sont en place, les médiateurs permettant de véhiculer la douleur sont en place, les endorphines, c'est-à-dire les premières réactions, je dirais, d'inhibition à la réaction douloureuse commencent à se mettre en place, et donc on peut dire, sans dire le fœtus ressent de la douleur, en tout cas il est en théorie capable de ressentir de la douleur puisqu'il a tout le circuit à la fois anatomique et fonctionnel pour cela. On sait que les systèmes de facilitation de la douleur sont fonctionnels, voire même hyper exprimés, puisque c'est ce que je viens de vous montrer, et qu'à l'inverse, les systèmes d'inhibition de la douleur sont d'une certaine façon immatures, puisqu'une grande partie d'entre eux vont continuer d'évoluer après la naissance, et vont achever leur maturation après la naissance. Si bien qu'on peut raisonnablement dire qu'un fœtus et même un nouveau-né à la naissance ont relativement peu de moyens de défense contre la stimulation douloureuse. Alors deuxième question, est-ce qu'un acte invasif réputé douloureux chez un enfant, chez un adulte, doit-il faire l'objet, oui ou non, d'une analgésie chez le fœtus? Est-ce qu'on a des éléments pour répondre à cette question? Alors on va essayer de voir ce que l'on a en fait pour essayer d'y répondre. Alors je m'excuse de vous infliger une image assez dure à cette heure de la journée. Ceci représente un nouveau-né qui a une malformation qui s'est développée in utero, qui est ce qu'on appelle un laparoschisis, c'est-à-dire une non-fermeture de la paroi abdominale liée à des anomalies vasculaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, pendant la grossesse, et qui aboutit à ce que une partie assez significative, comme vous le voyez sur cette diapositive, de l'intestin se retrouve à la naissance, donc en dehors de la cavité abdominale. Vous pouvez déjà imaginer que cet enfant, ayant en quelque sorte l'intestin baignant dans le liquide amniotique pendant la grossesse, a subi une irritation chimique, une irritation externe de son intestin non protégé par la peau, et que, j'y reviendrai un peu plus tard, ceci constitue déjà en soi, entre guillemets, un stress douloureux, en tout cas met en jeu la sensibilité de ce nouveau-né dès la vie prénatale. La bonne conduite aujourd'hui pour traiter ce nouveau-né, c'est de le prendre en charge dès la naissance en évitant que ceci s'infecte. On met ce qu'on appelle un sac à grêle, c'est un sac stérile tout autour, qu'on lasse sous les épaules, et on envoie cet enfant le plus vite possible vers un service de chirurgie néonatale où on va l'opérer, ouvrir, agrandir l'orifice, essayer de réintégrer son intestin. Bien évidemment, tout ça se fait après une anesthésie générale utilisant de bonne dose de morphinique pour évidemment
contrer le processus douloureux qui, je pense, est intuitivement évidemment présent. On n'imaginerait pas un adulte dans cet état-là qui ne bénéficierait pas d'une anesthésie avant un geste chirurgical. Eh bien, en 1998, dans le Journal of Pediatric Surgery, 2 auteurs britanniques n'ont pas hésité à publier une étude qualifiée de pilote de 14 nouveau-nés porteurs de la malformation que vous venez de voir précédemment, pour lequel ces auteurs ont proposé non pas d'endormir les enfants, mais de tirer sur le cordon pendant 20 à 30 minutes et de fermer l'anneau ombilical, donc sans anesthésie ni analgésie. Le résultat n'a pas été brillant, mais ça ne les a pas empêchés de le publier, puisqu'il y a eu 2 décès liés à des complications chirurgicales tenant à leur pratique un petit peu particulière. Et en fait, il y a eu énormément de courriers envoyés à la suite de cet article, non seulement sur l'aspect risque que l'on prenait chez ces enfants en ne faisant pas les choses dans les règles, mais surtout sur le fait que l'on puisse, en 1998, se vanter de faire ce type de chirurgie sans aucune anesthésie, analgésie. En effet, lorsque on s'intéresse aux études pratiquées et ayant tenté d'évaluer la douleur fœtale, on se heurte à tout un débat dans la littérature qui a été assez vif à la fin des années 90 sur le fait de savoir si c'était bien de la douleur ou pas de la douleur, du stress, etc. Il y a une controverse qui n'est pas si ancienne que ça, qui est contemporaine de l'article que je viens de vous montrer. La première réponse, il y a déjà 15 ou 20 ans, c'était, au fond, non, il a pas mal, mais ça nous gêne un fœtus qui bouge, notamment quand on fait un certain nombre de gestes intra-utérins, donc en fait on le curarise, comme ça il bouge plus, même s'il a mal, à la limite il bouge plus. Si bien que la controverse est réapparue avec la progression des connaissances sur la physiologie fœtale, et avec un débat, oui c'est de la douleur, il faut traiter, non c'est purement réflexe, c'est pas vraiment de la douleur, parce qu'il n'y a pas la composante émotionnelle, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'aborder cette question de savoir si c'est de la douleur ou une réaction réflexe ? Il y a plusieurs observations cliniques. L'observation reste quand même la base en médecine de la compréhension des phénomènes. On sait très bien que lors des piqûres accidentelles fœtales, et on sait ça depuis très longtemps, lors des amniosynthèses, on a toujours eu des mouvements de retrait du fœtus. Certes, on peut encore faire allusion à la grenouille des expériences, mais enfin, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on fait des ponctions fœtales délibérées, pour une ponction, par exemple, d'un épanchement pleural, pour une ponction d'acide, c'est des gestes qui ont pu avoir lieu, on a une réaction de retrait et une tachycardie qui est évidemment une réaction universelle face à une douleur. Vous prenez un enfant que vous piquez, il enlève sa main et il se met à tachycardie, il pleure en plus, bien sûr le fœtus là c'est plus difficile. Enfin, troisième niveau d'expérience qui a permis d'avancer, c'est la chirurgie in utero, puisque l'on sait que nous avons eu ce privilège il y a une dizaine d'années de participer à un programme de chirurgie in utero. Eh bien, il est clair que les nouveau-nés, les fœtus du moins, que l'on opérait in utero, de pathologies assez complexes comme des hernies diaphragmatiques, avaient des mouvements à l'incision et l'anesthésie maternelle ne suffisait pas à inhiber ces mouvements. Si bien que nous avons pris la décision, il y a déjà 10 ou 15 ans, de délibérément analgésier ces fœtus en injectant des produits morphiniques, finalement au travers du cordon ombilical. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, ces différentes expériences purement cliniques ont permis de dire que le fœtus, lorsqu'on lui faisait un stimulus réputé nociceptif à d'autres âges de la vie, finalement avait des réactions qui ressemblaient furieusement à ce qu'on observe plus tard et que donc ça ressemblait probablement à de la douleur. Et puis il y a 2 papiers relativement récents qui ont essayé d'aller un peu plus loin et de répondre. Ces 2 papiers sont de l'équipe de Fisk, je vais vous en reparler. Ils ont étudié un modèle assez éloquent qui est le modèle de l'exsanguinotransfusion chez le fœtus. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des exsanguinotransfusions ? C'est par exemple lorsqu'il y a une incompatibilité résus fœto-maternelle et où l'enfant devient progressivement anémique et il faut faire cette exsanguinotransfusion. Alors, il y a deux voies possibles. Soit on pique dans le cordon ombilical et on échange le sang par le cordon ombilical, du moins on transfuse, on enlève du sang du bébé, on réinjecte du sang de façon à remonter son hémoglobine, ou alors une autre méthode qui consiste à taper en transe hépatique
pour ponctionner en fait une veine intrahépatique, sachant que dans ce cas-là, on a moins de risque de toucher une artère, c'est ça l'avantage, alors que dans le cordon, il y a quand même les artères ombilicales avec un risque de spasse, mais qu'en contrepartie, on traverse la capsule du foie, la capsule qui entoure le foie, qui est une zone innervée, donc qui est réputée faire mal. Quand on fait une ponction dans le foie de quelqu'un, ça déclenche une douleur. Alors que quand on ponctionne un cordon ombilical, il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas de terminaison nerveuse, donc ça ne peut pas donner de réaction douloureuse vu qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse. Donc, on avait observé, lorsque on faisait des ponctions au travers du foie, qu'il y avait une tachycardie, des mouvements intenses, et la question était de savoir comment cela allait se traduire sur le plan hormonal et hémodynamique. Donc, c'est l'expérience publiée dans le Lancet en 1994, en première expérience où les auteurs ont comparé la ponction du cordon, qui n'est pas innervé, à la ponction transhépatique. Ils ont observé une augmentation très significative et corrélée à la durée de ponction, donc corrélée à la durée du stimulus potentiellement douloureux, des hormones de stress chez les fœtus ayant subi la ponction intrahépatique par rapport à ceux qui ont été uniquement ponctionnés au cordon, et ce dès la 23e semaine. Donc, c'était possiblement une douleur fœtale. On ne pouvait pas encore dire est-ce que c'est de la douleur, est-ce que c'est simplement une réaction de stress. Il y a une augmentation des hormones de stress. Et la question de l'intérêt d'une analgésie a malgré tout été posée par ce travail. Si bien qu'une seconde étude relativement plus récente, vous voyez, 2001, a été faite avec un troisième groupe de fœtus qui, cette fois-ci, a eu la méthode de ponction qui fait mal, c'est-à-dire transhépatique, mais précédée d'un analgésique pur, qui est un morphinique, qui s'appelle le fentanyl, à une dose qui correspond à ce que l'on fait en chirurgie néonatale, en anesthésie néonatale, lorsqu'on veut inhiber toute réaction à la douleur chez un nouveau-né qu'on va opérer. On sait que 10 gamma-kilos de fentanyl chez un nouveau-né qu'on opère à la naissance va a priori inhiber toutes les réactions associées à la douleur liée à la chirurgie. Eh bien, les résultats, on va les voir sur ces diapositives. Vous voyez qu'entre le groupe qui, ici, n'a pas eu d'analgésie et le groupe qui a eu de l'analgésie, on observe que sur le plan des sécrétions hormonales, bêta-endorphine et cortisol, donc les hormones de stress et les hormones de réponse à la douleur, on a une augmentation dans le groupe qui est ponctionné sans analgésie préalable, qui est totalement abolie dans le groupe qui au préalable a eu du fentanyl, donc un antidouleur. De même, la réaction hémodynamique avec une diminution de la circulation dans les artères cérébrales moyennes observée dans le groupe qui a mal, on sait bien que la vasoconstriction est un des phénomènes qui intervient lorsqu'on a mal, est totalement abolie là aussi dans le groupe qui a eu du fentanyl. Si bien que si l'on résume ces deux études en une même diapositive, on se rend compte que finalement, voilà le stimulus qui est réputé faire mal sans analgésie préalable. Vous voyez qu'on a une baisse des Doppler, donc une baisse de la circulation dans le cerveau, et une augmentation des hormones de stress ou de réponse à la douleur. Enfin, pas seulement de réponse à la douleur, les endorphines, mais en tout cas c'est l'un des marqueurs potentiels. Et que par contre, lorsqu'on fait un antidouleur avant, donc du fentanyl, eh bien finalement la réaction, que ce soit en termes hémodynamiques ou en termes de réaction de stress, elle est soit abolie, soit très fortement atténuée. Donc c'est la première fois qu'on montre que l'administration préalable d'un analgésique chez un fœtus sur une procédure réputée douloureuse diminue les réactions de stress bien connues pour être associées à la sensation douloureuse à d'autres âges de la vie. Donc la troisième question, c'est faut-il analgésier le fœtus, puisqu'il a tout ce qu'il faut pour sentir la douleur. Il est capable de monter des réactions de stress qui sont antagonisées par un agent connu pour être un antalgique. Donc, que nous reste-t-il pour traiter? Alors, autre étude qui permet d'ajouter au faisceau de preuves, c'est cette étude concernant finalement les enfants que vous avez vus tout à l'heure sur la diapositive, la paroschisis, vous avez vu avec cet intestin quand même qui baigne dans un liquide amniotique qui est quand même assez agressif pour lui. Eh bien, on a pu montrer que les enfants, en réponse à cette stimulation a priori douloureuse, vont sécréter des bêta-endorphines et les excréter dans le liquide amniotique. Et si bien que ces auteurs ont tenté de corréler les dosages de bêta-endorphines qu'ils ont trouvés dans le liquide amniotique avec des paramètres de morbidité postnatale chez ces enfants. Et vous voyez que selon que les pics de bêta-endorphines étaient relativement bas, c'est-à-dire inférieurs à 5, ou au contraire élevés, donc si on en fait un indicateur du niveau de stress ou de douleur, finalement les plus douloureux ou stressés
ont eu les évolutions caractérisées par une morbidité en termes de durée de ventilation, de durée d'alimentation parentérale et d'hospitalisation beaucoup plus longue que les autres. L'autre élément qui doit être pris en compte et qui est presque indépendant de savoir si c'est du stress ou de la douleur, c'est quelle est la mémorisation de cette réaction, qui est incontournable, chez le fœtus, et quelles peuvent être les conséquences à moyen ou long terme. Parce qu'au fond, on peut aussi se dire, est-ce que c'est important de savoir, c'est très important de le savoir en termes scientifiques, mais en termes opérationnels cliniques, pour le clinicien qui s'occupe de ses enfants, est-ce que finalement, c'est important de savoir quel est le nom exact de ce que l'on observe, ou est-ce que c'est important de savoir si cette réaction, quelle qu'elle soit, a des effets négatifs, finalement, sur l'évolution ultérieure de l'enfant et de l'adulte? Alors on sait, avec beaucoup finalement de preuves aujourd'hui, que le fœtus a tout ce qu'il faut pour mémoriser un certain nombre de sensations vécues dans la vie fœtale, et il n'y a pas que la douleur d'ailleurs, ça a été bien montré sur par exemple les odeurs, ou sur un certain nombre de bruits, hein, la voix maternelle, enfin je pense que beaucoup de gens ici connaissent ça. Mais si on s'intéresse à la douleur, on sait par exemple, après les expériences de Tadio, que des enfants qui ont eu des circoncisions en période néonatale sans analgésie, ce qui se fait encore malheureusement aujourd'hui, hein, mais c'est une étude déjà relativement ancienne, avaient des réactions tout à fait exagérées par rapport à un groupe d'enfants n'ayant pas eu ce stimulus douloureux en période néonatale au moment de la vaccination, donc vaccination qui avait lieu plusieurs mois après. Donc la mémorisation d'un élément douloureux en période néonatale a été objectivé comme donnant des réactions tout à fait différentes, tout à fait exagérées à une stimulation douloureuse standardisée, hein, comme une vaccination, à quelques mois plus tard. Et on sait de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a des papiers qui commencent à sortir là-dessus, que le stress anténatal, que ce soit les retards de croissance, les souffrances fœtales, également les forceps à la naissance, modifient le comportement face à la douleur dans les mois qui suivent. Il commence à y avoir des éléments de réponse dans ce domaine. Donc finalement, si on essaye de faire la balance plus et moins de cette question de faut-il analgésier le fœtus, on voit qu'il y a quand même des arguments physiologiques, des arguments éthiques évidemment. Si même on n'est pas certain que c'est de la douleur, au fond, est-ce que si ça en est, il faut continuer de faire comme si ça n'en était pas jusqu'à l'avoir prouvé? Et un bénéfice médical authentifié, puisqu'on a une baisse de morbidité objectivée dans un certain nombre d'études, notamment des études de chirurgie néonatale, après traitement, en comparant des traitements avec des analgésies puissants versus pas d'analgésie. En négatif, on pourrait dire quelles sont les conséquences des traitements qu'on va administrer au fœtus, puisqu'il faut avant tout ne pas nuire évidemment au bébé et à sa mère. Donc, l'attitude de plus en plus d'équipes obstétrico-anesthésico-pédiatriques est de considérer qu'une analgésie est indiquée après la 26e semaine et qu'avant, parce que le problème de la limite à partir de laquelle c'est de la douleur ou pas de la douleur, il faut traiter, pas traiter, n'est pas encore tranché clairement. Donc, quel type d'analgésie, si on décide de traiter, peut-on procurer? Alors, le traitement de base, ce sont les morphiniques, qu'on administre, comme je vous ai dit, dans la veine ombilicale, sachant qu'ils n'ont pas de risque tératogène. Il y a ça a largement été prouvé sur des posologies très élevées. De toute façon, à 26e semaine, le risque tératogène n'est plus un problème. Risque d'hypoxie fœtale, vous savez que les morphiniques dépriment la respiration. Donc chez un nouveau-né, ça a longtemps freiné l'utilisation des morphiniques parce qu'on disait on va déprimer la respiration, ils vont oublier de respirer. En fait, non. Chez le fœtus, de toute façon, il est oxygéné par le placenta et il peut très bien s'arrêter d'avoir des mouvements respiratoires pendant quelques temps, ça ne gênera pas son oxygénation. Enfin, le risque de surdosage ou d'accumulation est peu probable, puisque là encore, l'élimination finalement fœtale se fait par voie placentaire. Alors, quel produit à quelle posologie? Ce qui est utilisé en pratique par les équipes qui font des gestes en intra-utéro, c'est le fentanyl sulfentanyl, c'est-à-dire des morphiniques typiquement de bloc opératoire qu'on utilise à tout âge de la vie quand on anesthésie quelqu'un, avec des posologies adaptées au poids fœtal estimé, basées sur les doses qu'on utilise chez le nouveau-né pour prévenir les réactions de stress au stress de la chirurgie. Donc je vous ai mis les doses, mais qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous. Pour vous dire que, dernier point sur comment peut-on administrer, il y a un papier récent qui vient de sortir où les auteurs chez l'animal ont administré ces morphiniques dans le liquide amniotique. Pourquoi? Parce que le fœtus déglutit le liquide amniotique
Et donc, ils ont réussi à montrer, avec des dosages à l'appui, qu'ils obtenaient des taux plasmatiques chez le fœtus 3 fois supérieurs aux taux qui rétrodiffusaient vers la mère. Donc une analgésie finalement fétale, encore on dirait meilleure que celle qui provient d'une anesthésie maternelle qui est transmise au fœtus par le placenta. On est capable d'une certaine façon, c'est encore expérimental, mais de générer finalement des taux efficaces contre la douleur supérieurs chez le fœtus à ce qui sont chez la mère. Alors je vais terminer mon exposé par un exemple concret, pratique, que connaissent les gens qui travaillent en maternité, qui est celui des interruptions médicales de grossesse avec féticide, dont le but est en fait d'éviter d'une part que pour un bébé qui a une malformation létale à 100% à la naissance, qu'on soit obligé d'avoir un enfant qui naît vivant et de se retrouver soit à laisser survivre jusqu'à ce qu'il finisse par mourir un enfant qui n'a aucun espoir de survie, soit pratiquer un geste qui est contraire à la loi, c'est-à-dire entre guillemets un infanticide. Donc de plus en plus d'équipes obstétricales font ce que l'on appelle un féticide, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une anomalie importante détectée avant la naissance, d'une particulière gravité, reconnue comme incurable, je vous ai mis l'extrait du JO, là pour que vous voyez bien que tout ça est extrêmement encadré, bien sûr, au plan législatif. Ça pose 2 problèmes. Un problème théorique de savoir si on fait cet acte finalement dans les termes où l'on a dit que tout était prêt pour ressentir de la douleur. Faut-il analgésier le fœtus? Et comment fait-on pour s'occuper de la mère et du fœtus? Alors, il y a une zone d'ombre en dessous de 20 semaines. Pour l'instant, l'état actuel de la science et des connaissances, on considère qu'il n'y a pas l'intégration corticale, que donc c'est pas vraiment de la douleur, que probablement il n'y a que les récepteurs et ça va jusqu'au thalamus et encore, et que donc on ne traite pas, et c'est tout le cadre évidemment des interruptions de grossesse, non pas thérapeutiques, mais qui interviennent avant. Et puis à partir il y a une zone d'ombre entre 20, 24, 26, la frontière est floue, et qu'à partir de 24, 26, là on a quand même des éléments pour penser qu'une analgésie est indispensable. Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier la mère, parce que la réaction de stress maternel n'est pas bonne pour le fœtus. C'est pas bon d'avoir mal pour le fœtus probablement, mais c'est pas bon non plus pour que la mère ait mal. Or la mère, lorsqu'elle va devoir accoucher finalement d'un bébé mort éventuellement, mais qui est quand même à 25-26 semaines, va avoir des contractions douloureuses, va avoir une réaction de stress, etc. Et cette mère est déjà extrêmement stressée sur le plan moral, vous vous en doutez bien. Donc notre attitude est de pratiquer une loco-régionale, une péridurale, ce qui est assez standard pour que la mère n'ait pas mal. Ensuite, la patiente va passer au bloc opératoire où, sous contrôle échographique, le gynéco-obstétricien va aller ponctionner la veine ombilicale. Et à ce moment-là, c'est là que il y a encore des équipes qui se posent pas de questions métaphysiques, qui injectent font un geste intracardiaque fœtal direct avec du KCL ou avec un produit qui va arrêter le cœur du fœtus sans se préoccuper de savoir ce que ça représente comme douleur pour un fœtus, d'avoir une ponction transthoracique avec un cœur qui va se mettre en fibrillation, enfin en contraction aiguë sur l'arrêt cardiaque. Bon, donc nous, notre pratique et la pratique de plus en plus d'équipes est de faire d'abord une anesthésie fœtale, comme si c'était un enfant né, c'est-à-dire qu'on l'endort avec du pentotal, du fentanyl, donc des analgésiques, des anesthésiques, et ensuite seulement on fait le geste féticide avec une grosse dose de pentotal qui achève de l'endormir s'il ne l'était pas auparavant, et le KCL qui réalise le féticide. En même temps, on s'occupe de la mère, bien sûr, et éventuellement, on fait une sédation par du midazolam, qui est un dérivé du Valium adapté, qui est de très courte durée d'action, un effet aussi amnésiant. Alors la mère, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'ensuite le travail se déroule avec des contractions très fortes pour sortir le bébé, donc d'où l'intérêt de la péridurale qui a été mise avant, ou de morphinique par voie intraveineuse en mode PCA, donc administré par la patiente, si jamais la péridurale avait été contre-indiquée. Et puis là, tout l'accompagnement psychologique de la mère permet de savoir si pour l'expulsion, elle préfère être parfaitement consciente, endormie, oubliée ou ne pas oublier. Voilà ce bref panoramique sur ce que je voulais vous dire sur la douleur du fœtus. Là, je vais parler un peu en militant, mais aussi en militant ayant quelques arguments. Je pense que la douleur fœtale n'est réellement pas un mythe pour tous ceux qui se sont occupés et de fœtus et de prématurés, de même terme équivalent. On voit bien que ces enfants ont des réactions strictement similaires à ce que l'on observe un peu plus tard chez un nouveau-né, un nourrisson, un enfant, et qu'on a du mal à penser qu'il ne s'agit pas d'une expérience douloureuse, que, à notre sens, elle doit être traitée dès lors qu'on fait un geste
geste qui entraîne une effraction fœtale, qu'on peut traiter surtout, que la balance bénéfice-risque, elle est franchement en faveur du fait de traiter. Quand bien même on se tromperait et ce serait du stress et pas de la douleur, au fond, le risque d'aller mettre des morphiniques dans la veine ombilicale est quand même extrêmement faible. Donc, il est probablement préférable de traiter. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'on est dans des contextes de souffrance morale maternelle importants et qu'une des demandes les plus vives des mères dans ces situations est que vraiment, pouvez-vous me garantir, docteur, que mon fœtus ne va pas avoir mal? Et c'est au fond la réponse qu'on essaye de donner, qui est une réponse éthique et médicale, même si on est conscient que toutes les réponses scientifiques ne sont pas aujourd'hui données. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, vous voyez combien cette question est difficile et M. Hamza nous a donné le point de vue d'un praticien qui donc connaît bien la réalité du terrain. Je pense que beaucoup de questions sont posées au travers de son exposé. J'en aurai quelques-unes à lui opposer, tout en partageant tout à fait sa militance. Mais on ne va pas commencer le débat maintenant. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Charles Combe qui va traiter de ce tout autre sujet que je vous ai annoncé, à savoir la douleur chez les grands polyhandicapés. Alors, tout d'abord, bonsoir. Je remercie les organisateurs de cette soirée de me donner l'occasion de vous apporter mon modeste témoignage. Et surtout, je suis quand même très, très content que dans ce cycle consacré à la douleur, une place ait été trouvée pour l'enfant handicapé qui souvent est oublié. Alors, l'enfant handicapé va déjà, l'enfant polyhandicapé, je suis quand même pédiatre de formation, donc je vais souvent dire l'enfant, mais en fait, je m'adresse à l'enfant et l'adulte polyhandicapé. Il va avoir un défi à relever, c'est-à-dire le devoir d'organicité pour accréditer sa plainte. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, c'est plus facile de faire un diagnostic si on voit un enfant polyhandicapé avec une jambe cassée. On arrive mieux à comprendre. Alors que c'est une douleur qui est une douleur invisible. Donc nous allons avoir un cheminement à faire, un long chemin à faire pour arriver au diagnostic de douleur, et ceci en dehors de tout contact verbal avec cet enfant. Il va falloir communiquer par l'outil, mais comme tous les outils, je crois que les outils doivent avoir des limites, et surtout ce qui est important, c'est tout ce qui va autour de cet outil, c'est la sensorialité, le toucher qui vont être une aide importante. Et on voit bien que ne serait-ce que des actes quotidiens de rééducation comme la kinésithérapie, c'est quand même quelque chose qui doit être fait en douceur, et il faut regarder l'enfant, il faut regarder comment il évolue dans ces périodes de rééducation. Le déni c'est quelque chose qui reste encore malheureusement très présent, et il faut surtout éviter les phrases qui sont des phrases du style « il souffre, c'est évident ». Parce que en fait, quand on donne des phrases comme ça, on s'aperçoit que très souvent, on n'a pas de suivi thérapeutique, il n'y a pas de prise en charge thérapeutique, et c'est souvent une remarque qui est faite, c'est évident, mais la prise en charge thérapeutique est insuffisante. Et puis surtout, on va voir à travers l'enfant polyhandicapé que c'est un petit peu le grain de sable qui va nous faire découvrir que c'est un enfant qui est un enfant différent, mais qui va souffrir comme les autres. Et quand on sait que la douleur est quelque chose d'insaisissable, de difficile à repérer, on va comprendre tout à fait la problématique dans laquelle on va se trouver. Par exemple, cet enfant qui est verticalisé, c'est un grand appareillage qui permet à un enfant qui n'a pas acquis la station debout d'être en position debout. Donc c'est quelque chose qui pour lui va être très important, de voir le monde de manière dans une position différente, dans la même position que nous. Et c'est vrai, quand on regarde ce visage, on peut se dire, mais est-ce que finalement cette rééducation qui est efficace, qui est bien pour lui, qui va lui permettre, qui va lui apporter du bien-être, mais est-ce que cette verticalisation ne va pas être douloureuse? Et là, c'est difficile pour le thérapeute d'arriver à se positionner. Alors, le poids des mots, pourquoi? Parce que si on prend la définition de la douleur telle qu'elle est connue, c'est une définition, si on regarde chaque mot, on vous en a certainement déjà parlé, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, avec un dommage tissulaire qui doit être réel ou virtuel, et déjà c'est déjà plus compliqué pour nous chez l'enfant polyhandicapé. Pourquoi? Parce que cet enfant polyhandicapé,
il va avoir un handicap très grave, avec des expressions multiples, qui va associer surtout, et ça va être un petit peu le dénominateur commun, une déficience motrice et mentale qui vont être sévères, avec une autonomie qui va être très réduite et une modification de la perception et de la relation. Et surtout, on va avoir chez ce handicapé grave la possibilité d'avoir des signes surajoutés, en particulier des signes psychotiques, des troubles psychotiques. Et ces troubles psychotiques vont parfois orienter les parents et les thérapeutes dans une mauvaise direction, alors qu'en fait cet enfant est véritablement douloureux. Et surtout, bon, le dénominateur commun aussi à ces enfants polyhandicapés, c'est l'absence de langage oral. Et il va falloir aussi distinguer chez les enfants polyhandicapés, les enfants qui sont polyhandicapés et les enfants qui en fait ont côte à côte une succession de handicaps, où vous allez voir c'est quand même différent. Ce terme de polyhandicap n'est pas un beau terme, mais c'est un terme qui a remplacé un terme qui était encore plus terrible à mon sens, c'était les encéphalopathes ou les arriérés profonds. On sait que cette population a des lésions cérébrales qui sont diffuses et sévères. Les causes, il y a des causes congénitales et on a des séquelles de grande prématurité, de souffrance néonatale, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de handicaps acquis avec des causes neurologiques, des maladies neurologiques évolutives où on voit qu'il va falloir faire une prise en charge familiale qui sera peut-être un petit peu différente. Et puis dans ces situations cliniques, il y a des situations cliniques qui sont très variées, en particulier les enfants qu'on appelle les IMC, les infirmoteurs cérébraux, qui vont avoir là aussi de manière variable un intellect préservé. Les psychoses déficitaires, ce sont ces enfants qui ont des troubles relationnels très importants, et puis le syndrome polymorphomotif. L'absence de communication verbale et codée va nous entraîner dans une approche relationnelle qui va être complexe envers ces enfants. Dans les différentes composantes de la douleur, on voit qu'il y a des composantes quantitatives, qualitatives, affectives, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et ça c'est quand même quelque chose de très important pour le thérapeute dans le choix de l'antalgique. Et c'est vrai que la douleur nociceptive, les douleurs neuropathiques ne seront pas traité de la même façon, et surtout le retentissement émotionnel de la douleur, comment va-t-il être pris en compte et comment va-t-il être géré. On sait qu'il y a une forte corrélation en ce qui concerne l'enfant handicapé entre la diminution du niveau intellectuel et le nombre de handicaps associés. Il va y avoir des troubles associés comme la commissalité, l'épilepsie, et puis surtout des surhandicaps cognitifs ou relationnels. Je profite pour vous dire un petit mot d'histoire sur la prise en charge du polyhandicap. On est quand même dans une histoire très récente, puisque 1964, c'est la prise en charge par la sécurité sociale et la création des premiers établissements. 1975, c'est la loi d'orientation qui définit le droit aux soins et à l'éducation et le devoir des professionnels. 1975-1980, c'est les premières grandes études épidémiologiques qui vont mettre en évidence un certain nombre de carences. Et 1989, c'est les annexes 24 qui vont définir les conditions d'accueil, d'hébergement, de soins et d'éducation de ces enfants. En ce qui concerne l'épidémiologie, malgré les progrès de la médecine, on s'aperçoit qu'on a une incidence qui est stable, on est toujours à 750 cas par an, ce qui est la même incidence que l'on avait en 1970. La prévalence augmente, 2,14 pour 1000 personnes de moins de 20 ans, ce qui fait donc 25 000 personnes. Et surtout, un fait nouveau qui commence à apparaître, c'est que l'espérance de vie, globalement, elle augmente, même s'il y a des variables selon les troubles associés, et que l'on se retrouve dans une problématique qui est tout à fait nouvelle pour les soignants. L'histoire de la douleur, l'histoire du nid de la douleur, donc on vous en a longuement parlé. En ce qui concerne la personne polyhandicapée, les professionnels de proximité, je crois qu'il n'y a pas vraiment ce déni de la douleur, mais il y a souvent le déni concernant les moyens d'évaluation. En ce qui concerne les professionnels occasionnels, je crois qu'eux sont certainement beaucoup plus dans le déni. Pourquoi ? Parce que
ne sachant pas évaluer cette douleur, très souvent ils ne savent pas la prescrire, ils ne savent pas faire ils ne font pas de prescription. Et puis je crois que prescrire sans évaluation, c'est aussi quelque chose, un exercice qui est quand même difficile. Les parents, je crois que ce sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant, quel que soit l'âge de leur enfant, même si ça devient des jeunes adultes. Eux ont un long parcours concernant la douleur. Ce sont souvent des enfants qui ont fait des séjours dans des services hospitaliers pendant de longs mois en réanimation, puis dans les services de néonatologie. Donc ils ont un parcours, ce sont des vieux routiers des hôpitaux, et ils sont quand même partagés entre le désir de douleur zéro pour leur enfant, ce qui est quelque chose de tout à fait légitime, et puis de se dire, si je communique au médecin, au thérapeute, si je lui dis je crois que mon enfant est douloureux, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas se lancer dans tout un tas d'examens invasifs et agressifs? Et très souvent, nous médecins, on est obligés avec ses parents de longuement parlementer, expliquer pourquoi on veut faire tel examen, qu'est-ce que ça va. Et puis les parents, je veux dire, ils connaissent, hein, je veux dire, on peut pas leur raconter d'histoire, ils connaissent, ils posent les bonnes questions et ils ont besoin d'avoir en face d'eux des arguments vraiment solides. Les soignants paramédicaux sont ceux pour les enfants qui sont dans des établissements, qui sont auprès de l'enfant au quotidien, pendant 8 heures, pendant leurs 8 heures de travail. Ça va être le relais indispensable quand les parents ne sont pas là pour nous apporter cette connaissance et ces informations, parce que c'est eux qui vont faire le recueil d'informations qui vont permettre aux médecins, avec toutes ces informations, d'évaluer avec eux et surtout de traiter, parce que même si le médecin n'est pas au centre, c'est quand même lui qui va instaurer le traitement, et très souvent les soignants reprochent aux médecins d'être trop peu téméraires concernant les thérapeutiques. Les kinésithérapeutes, ça nous permet d'aborder un petit peu la douleur et les soins. Je me rappelle, il y a quelques années, on a un groupe qui s'appelle Douleur et Handicap au sein d'une société de prise en charge de la douleur. Et je me rappelle d'un professeur de rééducation qui avait dit, moi, écoutez, j'ai fait de la rééducation fonctionnelle pendant toute ma vie, et finalement, il avait posé la question à des IMC, donc qui avaient un langage verbal plus élaboré. Et il leur avait dit, est-ce que la rééducation, quel est votre plus mauvais souvenir de jeunesse? Et tous disaient, c'est la kiné quotidienne. Donc, alors est-ce que c'était un mauvais souvenir parce qu'il s'agissait d'un acte répétitif? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la kiné, c'est vrai qu'on y va 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après on commence à en avoir un petit peu marre, mais c'est quand même, ça peut être quand même douloureux en soi, et c'est vrai que ces enfants-là, qui étaient devenus des jeunes adultes, avaient l'air de dire que c'était quelque chose quand même qui peut être très douloureux. Donc le kinésithérapeute, il sait qu'il va être un pourvoyeur de douleur, donc il doit aussi savoir apprécier ces actes de rééducation, c'est-à-dire que quand on met un enfant en station debout, il faut peut-être au départ le laisser qu'un quart d'heure, 10 minutes, écouter sa plainte qui est peut-être une plainte de douleur. Le chirurgien, c'est vrai que c'est un grand pourvoyeur de douleur, mais lui, je peux dire qu'à la limite, c'est une douleur programmée. Donc, il sait quel acte chirurgical il va faire, il connaît le degré de douleur que va entraîner son acte chirurgical, il va pouvoir, grâce aux anesthésistes, anticiper le post-opératoire, et je crois qu'on va pouvoir anticiper cette douleur. C'est vrai que c'est pas la même chose pour un acte de ténotomie, qui est un acte, je dirais, peut-être pas très douloureux, et puis une chirurgie du rachis chez un grand polyhandicapé, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Les éducateurs, ce sont ceux qui nous ont donné vis-à-vis de ces enfants un autre regard, le regard peut-être plus social, plus confort de vie, plus relationnel, qu'on n'avait peut-être pas il y a 15 ans ou 20 ans, nous les médecins. Je crois qu'ils nous ont apporté beaucoup, et ils continuent quand même de nous apporter des renseignements qui sont des renseignements qui me semblent quand même très précieux concernant le comportement de cet enfant dans des moments dits de plaisir, et où un enfant douloureux ne se retrouve pas du tout. Et puis surtout, l'enfant douloureux va dans un service
va se trouver un petit peu isolé, va se retrouver un petit peu renfermé dans sa douleur, isolé des autres. Et nous, je me souviens à San Salvador, quand on récupérait les enfants après la chirurgie, on avait pour habitude de le mettre dans l'infirmerie, dans une pièce qu'on appelait l'infirmerie, parce qu'on pensait qu'il était mieux surveillé par l'infirmière, qu'il était plus vu, et qu'on pouvait identifier sa douleur de manière plus certaine. Et en fait, cet enfant-là, il se retrouve plus dans son groupe habituel, et ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son mode de vie. Il se retrouve plus dans son groupe habituel et il se trouve vraiment exclu, et ça, je crois que c'est le regard des autres, même si c'est un regard qui est différent par rapport à un enfant ordinaire, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Donc il faut être, c'est vrai que d'être à l'écoute c'est important. Cet enfant qui est au bord de la mer, est-ce que c'est un enfant qui est serein, ou bien est-ce que c'est un enfant qui est isolé dans sa douleur? C'est quand même quelque chose qu'il va falloir pouvoir apprécier. Et ces difficultés d'évaluation, elles vont être dues aux âges extrêmes, bien entendu, et aussi aux pathologies. Une douleur aiguë, c'est une douleur qui va être quand même facilement repérable, facilement identifiable. Je sais pas, un gamin est dans une séance de rééducation, le kiné fait un geste peut-être un petit peu moins doux, et on sait que ces enfants-là ont des fractures très faciles, parce qu'ils ont quand même au niveau osseux une certaine ostéoporose, ils font des fractures très facilement. C'est vrai que si on a tout de suite une déformation de la jambe, si on a tout de suite des signes locaux importants, le diagnostic sera pas très difficile. Ce qui sera plus difficile, c'est cette douleur chronique qui peut envahir l'enfant et qui ne sera pas apparente. Et en particulier, je crois que quand même, ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire des remontées acides, ce qui est quand même une pathologie très fréquente dans cette population, et quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas palper, mais qui est certainement très très fréquente. Et je crois qu'il faut se dire que potentiellement ces enfants polyhandicapés sont des douloureux chroniques. Alors je crois que leur vie n'est pas faite que de douleur, mais il faut quand même se dire, attention, ce sont des douloureux chroniques. Donc l'acte de manger, ça peut être un acte douloureux. L'acte d'être rééduqué, ça peut être un acte douloureux. L'acte simple d'être couché dans un lit, ça peut être un acte douloureux. Donc je crois que là, il faut vraiment que nous, on anticipe. Et dans les circonstances cliniques, il y a les lésions visibles, je vous en ai parlé, les douleurs cachées. Il y avait une étude qui avait été faite assez intéressante à la faculté dentaire de Clermont-Ferrand, où on s'apercevait qu'un enfant qui a une douleur dentaire, les mères mettent 2 mois pour consulter, pour l'emmener chez le dentiste à peu près. Un enfant polyhandicapé peut rester jusqu'à 6 mois sans qu'on pense que les troubles du comportement qu'il a sont peut-être en relation avec une douleur dentaire. Et les gens qui fréquentent les services d'urgence, en particulier la nuit, savent très bien qu'il y a énormément de gens qui viennent aux urgences parce qu'à 18h, il y a une douleur dentaire qui est apparue, et à minuit, ils sont déjà aux urgences. Donc on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de douleurs oubliées, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis toutes les douleurs iatrogènes, je crois que j'en ai déjà longuement parlé, ou voulant faire une rééducation, en fait, on est douloureux. Les difficultés d'évaluation, elles viennent de la population, l'aspect très hétérogène. Je crois que le terme de polyhandicapé, c'est un petit peu un fourre-tout. Ils sont tous très différents, parce que c'est des êtres humains, ils ont tous leur pathologie, ils ont tous leur histoire, donc les modalités d'expression, elles seront aussi très différentes. La sévérité du handicap, elle peut varier, et puis tous ces handicaps surajoutés. Je crois qu'un enfant polyhandicapé qui est sourd, qui est aveugle, aura certainement une perception qui sera différente. Donc on avait quand même la nécessité d'avoir un outil qui soit standardisé, qui soit validé et qui soit reproductible. Donc l'hétéroévaluation, c'est-à-dire l'évaluation par quelqu'un d'extérieur à l'enfant, par son entourage, était un passage obligatoire. C'est très important, l'interrogatoire est un temps très important de tout l'entourage. Il faut surtout avoir une connaissance parfaite de la personne, donc il faut parler soit quand ils sont dans des institutions aux référents, soit aux parents. Et puis il faut surtout avoir un référentiel de base, c'est-à-dire savoir comment cet enfant se comporte quand tout est censé aller bien, ce qui va nous servir de base pour pouvoir voir dans une situation quand ça va mal, ce qu'il y a de changé. Donc nous avons élaboré une échelle. Donc ça a commencé dans les années 90 à l'hôpital San Salvador, où c'était une motivation qui est venue des équipes soignantes.
93, ça a été l'élaboration d'une méthodologie avec une phase avec 22 items, et 1993 ça a été donc la sélection de 10 items qui étaient pertinents, avec une phase de validation en 95 avec un contrat INSERM qu'on a eu, et donc cette grille. Alors cette grille se compose de 2 parties. La première partie qui est le dossier de base, où il y a un ensemble de questions qui sont posées aux parents, en particulier donc comment cet enfant se comporte lors de la toilette, est-ce que c'est un enfant qui crie habituellement, dans quelles circonstances il crie, à quel moment, est-ce qu'il manifeste pour aller se coucher le soir, de quelle manière. Je crois que c'est vraiment, c'est un petit peu, je dirais, la carte de visite de cet enfant. Il faut vraiment donner... alors on avait fait des cases, on avait fait une grille avec des cases, et puis très souvent les gens nous disent mais nous il n'y a pas assez de place, on a beaucoup de choses à dire, et ça je crois que ça doit être très riche, et c'est aussi parfois l'occasion pour des soignants de discuter entre eux et de dire ah bon il fait ça avec toi, mais moi je travaille que le matin, je sais pas qui fait ça, bon le soir ça se passe comme ça, le coucher il y a ce rituel, ben, c'est assez intéressant. Donc c'est quand même, le dossier de base est quand même vraiment à faire, il est fait une bonne fois pour toutes, je dirais, et il suit le patient, et il va surtout suivre le patient quand il est dans son institution. S'il doit aller dans l'hôpital d'aigu, où il n'est pas connu, pour une pathologie aiguë, il est hospitalisé par exemple pour une pneumopathie, si ce dossier suit cet enfant, ça va permettre à la nouvelle équipe qui va prendre en charge d'avoir quand même des éléments de référence, parce qu'ils ne pourront pas utiliser un outil s'ils n'ont pas les éléments de référence, savoir comment est cet enfant quand il va bien. La deuxième partie, c'est la grille que l'on utilise quand l'enfant est en situation présumée douloureuse, et c'est une grille qui comporte 10 items. Donc avec un interrogatoire sur l'entourage concernant les cris, les pleurs, les manifestations psychotiques, les troubles du sommeil. L'inspection, c'est important, je veux dire, de regarder comment se positionne cet enfant, comment il est. L'inspection doit être minutieuse. Vous voyez qu'on peut trouver des points d'appui qui peuvent être source de douleur, et puis aussi des situations de rééducation, j'en parle encore, où on peut pas, en mettant un corset de ce type qui est peut-être mal adapté, entraîner des douleurs induites par ce corset, et donc revenir, refaire, redemander de modifier ce corset jusqu'à ce qu'il soit confortable. Alors, dans les signes d'appel, on a le premier groupe, qui est le groupe qui est le plus facile à reconnaître, parce que c'est celui qui va alerter le plus le soignant, avec donc l'item numéro 1, ce sont les pleurs. L'item numéro 3, c'est la mimique, qui est très importante, et l'item numéro 5, ce sont les gémissements ou les pleurs silencieux. Le deuxième groupe constitue les signes moteurs. C'est à l'examen, la réaction à la défense, la réaction de défense lors de l'examen. Chez l'enfant qui a une motricité des membres supérieurs préservés, il va protéger la zone présumée douloureuse. Et puis il y a aussi l'item numéro 7 qui est toute l'accentuation de ces schèmes. Ils ont des schèmes neuromoteurs avec souvent un schème en hyperextension, et on va pouvoir voir des modifications. Et puis aussi des mouvements spontanés qui risquent d'être augmentés. Et on a beaucoup moins présent, contrairement par exemple à des échelles qui sont utilisées chez les enfants qui ont des douleurs chroniques cancéreuses, ou les enfants ordinaires qui ont des douleurs cancéreuses, où on a une atonie psychomotrice, des enfants qui bougent beaucoup moins. Souvent, quand même, l'enfant polyhandicapé va avoir une accentuation de ces mouvements spontanés. Et puis, il y a troisième groupe qui constitue tous les signes de régression psychique. C'est l'intérêt pour l'environnement qui va être modifié, c'est-à-dire que l'aide-soignante va vous dire, bah, écoutez, habituellement le matin, moi je lui mets un disque qu'il aime bien, ou je lui fais voir une émission qu'il aime bien, il s'y intéresse, alors que là il a pleuré, vraiment j'avais l'impression qu'il n'était pas du tout, et ça c'est quand même quelque chose. Ou bien les enfants quand ils sont récupérés, quand ils sont en hôpital de jour, qui sont récupérés par les parents le soir, qui pleurent, qui sont très différents. Donc il y a aussi, ça fait suite donc à l'item numéro 8, les capacités à interagir avec l'adulte, et puis surtout l'attitude antalgique qui va être prise par l'enfant. Alors la cotation, elle se fait, c'est pas une cotation en direct, c'est-à-dire ça se fait sur les 8 heures qui ont précédé, voir comment l'enfant s'est comporté dans les 8 heures qui ont précédé, et elle se fait en équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire donc participe à la cotation l'infirmière, l'éducateur, l'AMP, l'aide-soignante, l'auxiliaire de puériculture, le kiné, tout le monde.
Cette cotation doit être renouvelée par chaque équipe pour savoir si, une fois le traitement antalgique instauré, si on va dans le bon sens, si le traitement est suffisant. Et dans cette cotation, donc, chaque item est coté de 0 à 4, donc sur 5 niveaux. 0, ça veut dire, donc par exemple, vous avez cri. S'il crie comme d'habitude, vous cotez 0. S'il crie beaucoup plus, vous cotez 3, et en fonction. Le total est sur 40. Donc les 10 items, le total est sur 40. Et à partir de 2 sur 40, il y a un doute. Donc on voit quand même que c'est une grille qui est très 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 sensible. Et à partir de 6 sur 40, la douleur est certaine. Donc on a une grosse sensibilité. Il suffit que l'enfant pleure un petit peu plus et des mimiques pour que de suite tout son entourage soit alerté sur une douleur possible. Alors l'utilisation au quotidien de cette grille, qu'est-ce que ça va apporter? Le but, c'est d'avoir un diagnostic de douleur. Soit ce diagnostic est positif, bon, ben, on va instaurer un traitement, et puis on va essayer surtout de chercher l'origine de cette douleur, ce qui n'est pas toujours facile, et on fait souvent des traitements d'épreuves, et on a traité quelque chose, on a traité une douleur, mais on n'arrive pas toujours à retrouver laquelle. Et puis soit on s'aperçoit que cet enfant qui avait des modifications du comportement pour lequel on a utilisé la grille n'a pas été probante, donc le diagnostic de douleur a été éliminé, c'est plus de l'inconfort. Et souvent ce qui mène les gens dans la mauvaise direction, c'est que les gens confondent douleur et inconfort. Douleur physique, douleur morale, c'est quand même quelque chose de très différent. Et c'est vrai que si on est dans une grille qui ne nous donne pas un diagnostic de douleur, on se dit que peut-être il y a quelque chose dans la vie de cet enfant qui est pas bien, qu'il faut réorganiser, peut-être ça va pas. Et parfois il faut simplement le faire changer d'équipe, le faire changer d'éducateur, c'est des choses. Et donc apparaît ce terme qui est en ce moment, je vous en reparlerai, est quand même à la mode, c'est-à-dire de faire un projet individuel pour cet enfant et un projet d'équipe. Donc l'utilisation d'un outil, vous avez compris, ça recommande d'utiliser l'outil, mais ça recommande quand même de continuer à avoir une démarche clinique globale, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'enfant, il faut l'écouter, ça c'est quelque chose d'important, il faut bien connaître l'outil, il faut s'en emparer. Je vous parle d'un film que vous pouvez, qui est un film qu'on a fait concernant cet outil, qui est un film qui est en fait de formation et qui est un film de sensibilisation qui s'adresse à des professionnels, hein, mais à des parents aussi, et qui permet donc d'utiliser cette grille. Parce qu'on s'aperçoit qu'au total, quand même, l'enfant polyhandicapé est quand même un enfant qui est très 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 dans un équilibre très précaire, organique, sensorielle et psychologique. Et c'est vrai qu'une fracture du fémur, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner la douleur de la fracture du fémur, ça va entraîner cet enfant qui va peut-être être pris en charge dans un établissement différent d'où il est habituellement, donc il va être coupé de son environnement, il va y avoir de nouveaux bruits, de nouvelles odeurs, de nouvelles personnes, il va y avoir tout cet environnement psychologique qui va changer, et je crois que c'est quand même des enfants qui parfois ont du mal à passer ce cap, et il faut être très vigilant. Il faut respecter le rôle des familles dans la prise. C'est vrai que les familles, il y a une prise de conscience du handicap, mais c'est pas toujours aussi facile que ça, et on a parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans après, des familles qui vous racontent l'histoire, qui vous racontent la douleur, qui vous racontent qu'ils veulent pas faire opérer leur enfant parce que il a eu une intervention il y a 15 ans ou il y a 20 ans, que ça a été terrible. Ça c'est quelque chose d'important. Et puis surtout, il faut bien travailler en équipe multidisciplinaire pour se concerter, pour avoir une prise en charge qui soit cohérente. En conclusion, donc c'est vrai que la douleur, c'est une préoccupation des soignants et des familles, mais l'évaluation, elle est encore très insuffisante. Les causes, elles sont multiples. Il y a encore du déni. Je crois qu'il faut pas le nier. Il y a des outils qui sont méconnus. Et puis, il y a aussi parfois un épuisement professionnel qu'il faut prendre en compte, et il faut essayer de redynamiser les équipes, et ça, c'est important. L'évaluation de la douleur, ça nécessite chez ces patients du calme, de la tranquillité, il faut se poser. Les mots ne sont pas indispensables pour établir une relation riche et forte. Et la notion de projet individualisé et d'autodétermination constitue les axes majeurs de réflexion actuellement pour la prise en charge dans les prochaines années, et c'est quelque chose qui est quand même très, très révolutionnaire. Je crois que quand même, l'objectif, c'est surtout la qualité de vie, et c'est pour ça que je crois que la qualité de vie, elle est dans une vie pour ces enfants-là sans douleur. Je vous remercie de votre attention.